Bonjour à tous et à toutes. Un grand merci pour l'organisation de ces journées. Effectivement, moi, je me pose la question pourquoi tout le monde ne s'intéresse pas aux fermes publiques? C'est génial. Je vais être peut-être moins précis et rigoureux que mes collègues parce que mes collègues, c'est des chercheurs et des chercheuses, ce qui n'est pas mon cas. Effectivement, moi, j'ai un regard plus de terrain où j'anime donc un réseau de collectivités et de structures partenaires. C'est un drôle de métier, euh, mais c'est, à mon avis, enthousiasmant. À mon avis. Alors déjà, une petite histoire de ce réseau qui commence quand même par la création de ce concept de ferme publique, qui n'était même pas encore une ferme publique à l'époque, c'est-à-dire que c'était une régie agricole. En fait, il y a eu tout un bestiaire de termes et de façons de nommer ces projets-là. La première, en tout cas, telle que conçue comme projet vraiment défini, elle a été mise en production en 2011. Et c'est marrant parce que c'est déjà le résultat d'une démarche qui s'inscrit un peu dans ce que décrivaient les intervenants et les intervenantes juste avant moi, qui avait été une prise de conscience au moment de la crise de la vache folle des années 90, où en fait l'élu de Montsartou, donc André Aschieri, le maire de l'époque, s'est posé plein de questions suite à cette crise, parce qu'il ne pouvait plus mettre du bœuf dans ses cantines, mais il pouvait mettre du bœuf bio quand même. Et il participait à des commissions parlementaires sur le sujet, à l'époque où le cumul des mandats était possible. Et il se trouve que cette commune s'est donné les moyens d'aller plus loin en fait que le quota qu'on connaît aujourd'hui de 20% de produits bio durables dans les cantines et la restauration scolaire. Ils se sont dit, si le bio, c'est ça qui est suggéré, c'est ça ce vers quoi il faut tendre, pourquoi on ne fait pas du 100% bio? Et en fait, la régie agricole, elle vient dans ce chemin-là, donc qui vient d'une prise de conscience dans les années 90, dans un contexte d'agriculture périurbaine, du maire d'une petite commune. Donc de Montsartou, 10 000 habitants, sur la Côte d'Azur, quand même, il faut le dire. Ce modèle-là, c'est donc un modèle où ils ont préempté un terrain à un moment d'une vente qui était une vente à un prix vraiment excessif dans une optique de création de biens immobiliers quoi, pour la location. Euh, et donc, ils ont fait intervenir la SAFER, ils ont eu le terrain et ils ont lancé cette ferme où ils ont employé le maraîcher dans l'optique d'approvisionner la restauration scolaire. Et donc, c'était un vrai plan d'approvisionnement. C'est-à-dire que le but, c'était de produire. C'était pas de faire une expérimentation pédagogique. C'était pas d'essayer d'avoir une seule valeur symbolique. En fait, c'était une vraie question très concrète. On est sur la Côte d'Azur. Le sol est artificialisé. On a 1% d'autonomie alimentaire. Or, on se rend compte qu'on veut nourrir nos enfants et nos seniors. Il faut préserver les terres agricoles, il faut faire du bio. Les quelques agriculteurs et agricultrices bio du territoire ont déjà leurs débouchés, répondent pas au marché public parce que c'est un vrai calvaire administratif de leur point de vue. Euh, donc, il n'y a pas d'offre, en fait. Donc, on va créer de l'offre, on va créer de l'agriculture euh, pour approvisionner les services publics. Bon, le modèle a séduit tout un tas de collectivités aussi par un charisme des élus du coin qui ont souhaité communiquer là-dessus, notamment l'élu Gilles Perrol, qui est un adjoint au maire de Montsartou et qui est en fait aussi vice-président d'une commission sur l'alimentation à l'Association des maires de France et qui est très présent sur des thématiques liées à l'alimentation et qui est dans beaucoup de réseaux. Et en fait, il y a eu beaucoup de projets sur la commune même de Montsartou. Ce qui fait que beaucoup de collectivités ont été mises au courant de ce type de projet. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, je date la première ferme publique à 2011, mais en fait, si on regarde strictement, la ferme de Toulouse date de 1975. Sauf que en 1975, c'est une réserve foncière. C'est pas une ferme publique. Et c'est devenu une ferme publique suite à la démarche de Montsartou, en fait. Donc, même si la ferme existait et avait déjà une vocation agricole, en fait,
elle est devenue ferme publique par le biais de toute cette histoire-là. C'est aussi le résultat d'opportunités de financement, alors liées à l'émergence des projets, à leur reconnaissance institutionnelle, mais il y a eu cette opportunité lors du plan de relance de pouvoir investir en fait dans des projets. Et c'est ce qui a fait que ce modèle qui était séduisant pour les collectivités territoriales de différents échelons territoriaux s'est concrétisé matériellement. Donc, OVNI, effectivement, d'un point de vue juridique et de tout un tas d'autres points de vue, à mon avis, ce qui fait que les acteurs et les actrices, donc des élus et des techniciens, des techniciennes, des agents des collectivités, se posaient plein de questions. Et avaient donc envie, le désir très ardent de se retrouver pour échanger et se poser ces questions ensemble. Et lors des premières rencontres nationales en 2024, une soixantaine de collectivités sont présentes, avec des structures partenaires. Donc elles ont lieu à Montsartou, terre d'origine du projet. Et elles se disent, et si on montait un réseau, si on faisait quelque chose qui se structure petit à petit. Et donc il y a eu un temps en fait de gouvernance partagée sur un temps assez... un an, en fait, sur un an, où quelques villes pilotes, dont Villejuif, qui a été mentionné, il me semble que Gennevilliers était aussi dedans, Toulouse, se sont posées ces questions-là ensemble. Quelle forme on va donner à cette structure-là? Comment on va penser ces échanges? Et ça a donné suite à la création officielle du réseau, suite aux deuxième rencontre nationale de 2025. Donc la définition même de ferme publique, effectivement, elle n'existait pas, ne serait-ce que l'année dernière, en fait. C'est un syntagme qui est né de cette gouvernance partagée et de ces réflexions en commun. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une grande diversité des modèles, mais par contre, il y avait quand même une volonté de se rassembler et une idée assez claire du point de vue du terrain que les projets se ressemblaient sur un certain nombre de facteurs, même si c'était parfois de proche en proche, comme des aires de famille, parfois pas sur les mêmes facteurs. Et donc, on a défini en fait 3 critères par lesquels on identifie une ferme publique, qu'on a appelé une ferme publique suite à toutes ces réflexions et ces discussions. Donc, c'est une gouvernance publique qui admet donc une grande diversité de montages juridiques. Ça peut être effectivement des régies simples, des régies autonomes. Ça peut être des sociétés d'économie mixte, ça peut être des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Ça peut être beaucoup de choses, en fait. J'ai envie de dire, le bestiaire est encore à élargir. C'est également donc un engagement fort en termes de cahier des charges environnementales avec une promotion de l'agriculture biologique ou alors une mise en conversion vers l'agriculture biologique des terres qui sont cultivées. Et c'est quand même ce 3e critère, il est intéressant aussi, c'est dans un contexte d'intérêt général, il faut approvisionner au moins en partie, pas forcément principalement, mais au moins en partie, des services publics liés à l'alimentation. Donc la restauration scolaire, c'est la majorité des cas, mais ça peut être des épiceries sociales, le portage à domicile, ça peut être vraiment beaucoup de choses. De la même manière, ça peut être pour des hôpitaux, des EHPAD, etc. Donc des acteurs variés, ça voilà, je l'ai mentionné. Un mode de fonctionnement privilégié, ça c'est plus un horizon un peu normatif, mais qu'on a inscrit un peu en lettres de feu dans les statuts de l'association, qui est d'inciter à travailler en fait en binôme élu-technicien pour que les projets soient viables d'un point de vue opérationnel et qu'il y ait un portage politique, tout simplement. Voilà. Donc je vous propose des petites études de cas parce que je me suis dit que c'est ça qui pourrait peut-être vous intéresser, ce regard terrain-là. Parce que moi aussi, je me pose plein de questions, mais peut-être pas aussi clairement que les vôtres. Donc la première, donc la régie agricole de Montsartou. Effectivement, le format juridique est assez clair. C'est géré directement par la mairie qui emploie donc ses salariés. Et ce que ça a induit, c'est une coopération interservice. C'est en fait la ferme dépend d'un service qui est la direction environnement, qui s'occupe aussi de la propreté urbaine, des espaces verts. Et par contre, comme elle approvisionne un autre service, en fait, elle dépend aussi de la direction alimentation. Et par là, il faut aussi embarquer les équipes d'animation. Parce que, et c'est pour ça qu'on se rend compte que la plupart des fermes publiques sont intégrées à des projets alimentaires territoriaux, ça demande toujours une pensée systémique. En fait, on ne peut pas complètement déconnecter la ferme
de ce pourquoi elle a été conçue et de ce qu'elle vise à approvisionner. Et pareil, sur le coût que ça représente, parce que c'est une question qui revient souvent dans des contextes de collectivité territoriale, évidemment, pour arbitrer entre une diversité de projets et pour justifier aussi de l'usage de fonds publics et d'une politique. Et ben, ça coûte cher, en fait, d'employer des gens à leur juste prix, entre guillemets. Parce que nous, on prend pour acquis que l'alimentation a le coût qu'elle a, mais elle repose sur l'exploitation de tout un tas de personnes tout au long de la chaîne alimentaire, et notamment, en premier lieu, la production, où en fait, un maraîcher ou une maraîchère aujourd'hui travaille 70 heures en moyenne par semaine pour moins que le SMIC, voire beaucoup moins que le SMIC dans tout un tas de cas. Donc là, avec un salaire annualisé, des heures, à 35 heures annualisées plutôt, et un salaire qui tombe tous les mois indépendamment de la production, oui, il faut repenser un modèle économique qui soit fonctionnel et qu'on puisse justifier dans un contexte public. Et donc ça a demandé, donc encore une fois, cette pensée systémique, une répercussion des coûts sur le mode de fonctionnement général aussi du service public approvisionné. Et donc notamment un travail sur le gaspillage alimentaire, une réduction, dans le cas de Montsartou, c'était jusqu'à 80% de réduction du gaspillage alimentaire, donc des économies. Et puis une végétalisation des assiettes qui est à la fois pertinente en fait d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue environnemental, mais qui est accessoirement moins chère. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps sur chaque cas peut-être, mais c'est des cas qui sont, dont on peut parler très longtemps. Et donc il s'agit aussi de faire manger les enfants, parce que c'est bien beau de faire des bons légumes, mais encore faut-il que les enfants les mangent. Donc d'où le fait et la nécessité d'embarquer et de sensibiliser également les équipes d'animation. Donc voilà, encore une fois, un contexte de déploiement d'une pensée systémique qui ne cesse de se déployer aujourd'hui, puisqu'on travaille maintenant avec le CCAS. Et dans le cadre de ce partenariat, il y a un 4e poste sur la régie qui a été mis en place pour produire plus, pour approvisionner l'épicerie sociale dans un contexte de lutte contre la précarité alimentaire. Donc en fait, c'est toujours des briques qui se superposent et qui se déploient. Et en fait, ça s'inscrit dans le projet alimentaire de Montsartou, qui est beaucoup plus large que ça. Il y a une reconquête agricole, préservation des terres agricoles, des installations de nouveaux et de nouvelles agriculteurs, nouveaux agriculteurs, nouvelles agricultrices, etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Montsartou. Peut-être, François, je compte sur toi pour en dire encore quelques mots. Un autre cas qui est intéressant parce qu'il est radicalement différent, c'est le cas de la SCIC, les Ferrages. Donc la Société coopérative d'intérêt collectif, qui était à l'origine une association, née de la volonté à la fois du maire d'une petite commune, donc Châteauneuf-de-Grasse, d'un groupe de citoyens et de citoyennes engagés, et puis d'un groupe de producteurs et de productrices du territoire. Donc ces gens-là se retrouvent, il y a un projet alimentaire qui est mis en place, et ils se fixent comme mission, on va renforcer les liens entre production et consommation, on va développer des circuits courts. Donc là, pareil, objectif très concret, très matériel, on est là pour faire en sorte que les choses se fassent et pas pour avoir une forme de vernis entre guillemets symbolique ou pédagogique. On est là pour faire en sorte que les productions locales soient valorisées et qu'on puisse sur le territoire en bénéficier. Il y a donc cette ferme, ce terrain qui est mis à disposition par la commune de Châteauneuf. Il y a une gouvernance qui est donc publique parce que la société coopérative d'intérêt collectif en soi, elle est privée, mais il y a un collège pour les collectivités qui sont par ailleurs approvisionnées par cette coopérative. Alors en l'occurrence, la ferme ne permet d'approvisionner que l'une des cantines de toutes ces collectivités qui sont au collège et qui partagent la gouvernance. Mais la SIC prend aussi en compte, en fait, agit comme une plateforme logistique. Elle vient centraliser l'ensemble des productions du territoire proche. Elle les valorise soit dans le magasin paysan, là où elle valorise très fortement les productions, ce qui lui permet d'équilibrer ses coûts et de payer justement ce juste prix des salariés qui sont directement sur la ferme. Et elle vend aussi, du coup, donc dans un contexte de marché public, comme les autres agriculteurs, les autres
prestataires possibles, elle vend aux cantines. Bon, il y aurait encore énormément de choses à dire, mais peut-être dans les questions, si vous voulez, on pourra y revenir. Et un troisième cas qui est peut-être aussi intéressant par le fait que le degré d'engagement, c'est le dernier cas que j'ai mentionné aujourd'hui, le degré d'engagement est peut-être moins important, puisque là, on est sur effectivement un partenariat public-privé, en fait, où il y a un terrain qui est acquis par le département, donc c'est un échelon territorial qui est différent aussi. La vocation, c'est effectivement donc quand même de favoriser l'approvisionnement en légumes frais, bio et locaux, donc les cantines des collèges, les collèges qui sont en régie pour le coup. Et donc ce terrain, il est attribué par le biais d'un appel à manifestation d'intérêt, somme toute très, très banal a priori, et qui représente une opportunité foncière pour les agriculteurs à ce moment-là qui se positionnent dessus. Sauf que c'est aussi un levier de transition agroécologique dans la mesure où il y a un cahier des charges assez clair et surtout il y a un bail qui est utilisé dans ce cas-là, c'est le bail SAFER, qui permet en fait d'avoir entre guillemets une espèce de période d'essai. Donc on peut se dire ok, ça précarise en un sens les agriculteurs qui vont bénéficier de l'AMI. En même temps, ça permet de garder une forme de levier, de contrainte sur le fait que ça va bien approvisionner les cantines, que ça respecte bien le cahier des charges, et surtout, ça vient justifier le réel soutien de la collectivité en question, donc du département, qui va effectivement faire en sorte que les cantines achètent, parce que ça dépend quand même des cantines d'aller acheter sur cette plateforme, donc 06 à table, qui est une plateforme qui a été mise en œuvre dans le cadre d'un partenariat aussi avec la Chambre d'agriculture du département, du 06. Et donc c'était en plus un couple d'agriculteurs qui était originellement conventionnel, donc ça vient déplacer leurs pratiques, ça vient embarquer des nouvelles personnes dans cette vaste démarche, et en même temps, voilà, c'est un contexte qui est quand même à la fois opérationnel et en même temps un peu politique, et qui pose tout un tas de questions, à mon avis, encore une fois, très intéressantes. On pourrait y revenir. Dans la suite des échanges, je suis à votre disposition pour en parler. Bon, tout ça a fait que, comme dit, tous ces gens-là, ces élus, ces techniciens, ces agents des collectivités se positionnent pour monter un réseau. On a écrit des statuts où, effectivement, on ancre le travail en binôme élu-technicien. On favorise des partenariats avec des structures d'accompagnement dédiées. On a fait une grille tarifaire qui permette d'être relativement équitable par rapport à la diversité des collectivités qui peuvent être embarquées dans le réseau, parce qu'il y en a des communes de 600 habitants et puis la métropole de Lyon. Donc, entre tout ça, il faut que tout le monde soit embarqué de la même manière, entre guillemets. Et voilà un peu l'esprit de la démarche. Donc, les missions de ce réseau-là sont effectivement de favoriser les échanges, d'accompagner les collectivités qui veulent se lancer, faciliter la formation. Là, nous, on a notamment mis en place des formations au catalogue du Centre national de la fonction publique territoriale. Parce que comme c'est des objets qui sont des ovnis, bah, il y a tout le reste de l'écosystème qu'il faut créer pour favoriser ça. Et notamment, bah, les collectivités, pour la plupart, cotisent donc au CNFPT. Et plutôt que d'aller payer des formations à d'autres entités, bah, vont pouvoir aller là où elles doivent aller pour former leurs agents, en fait, tout simplement. Et puis l'accès au financement, ne serait-ce que par la reconnaissance institutionnelle. Maintenant, dans les appels à projets, des FEADER, des contextes régionaux ou même nationaux, les fermes publiques sont identifiées et en fait peuvent légitimement aller demander des sous, tout simplement. Et donc un contexte de plaidoyer pour changer des réglementations qui seraient plus favorables au déploiement des fermes publiques et à leur bon développement, notamment par le biais de cette fameuse reconnaissance de la compétence alimentation pour les collectivités. Et donc la coordination des rencontres nationales, donc les prochaines, auront lieu ici, à la métropole de Lyon et à Caluire-et-Cuire les 4 et 5 novembre. J'étais d'ailleurs ce matin à l'hôtel de la métropole pour organiser ça, et à la ferme de la métropole, qui est à Chassieux. Donc le répertoire, on en a parlé brièvement. Tu m'arrêtes si je déborde trop sur le temps, éventuellement. Donc le répertoire permet de justement avoir une idée de qu'est-ce qui se passe sur le terrain, parce qu'en fait c'est effectivement
très très divers. Donc en fait, on a créé un formulaire, encore une fois collégialement, qui permet de répertorier les différents montages juridiques, les tonnages produits, les modes de culture, le nombre de mètres carrés de serre, le nombre d'emplois qui sont sur la ferme. Est-ce que c'est des contractuels? Est-ce qu'ils sont fonctionnaires? Quelle catégorie? C'est quoi le service approvisionné? En quel pourcentage? Etc. etc. Et donc ça, après, on le traduit sous une jolie forme graphique qu'on affichera évidemment lors des rencontres nationales. Et ça permet aussi de bénéficier à la recherche éventuellement. Je pense que ces formulaires, ils sont tout à fait éditables pour prendre en compte des nouvelles perspectives qu'on n'aurait pas identifiées au préalable sur des notions peut-être plus fines en termes de droit, des notions plus fines en termes de logement aussi. Je sais que maintenant, on travaille avec une chercheuse sur le logement paysan, par exemple, ou avec un chargé de mission à Terre de Liens qui travaille aussi sur ces questions-là, qu'on a poussé un peu plus le formulaire maintenant. Et on va continuer de le faire. Donc voilà, pareil, sujet à discussion possible. Donc favoriser les échanges, on organise des échanges techniques. Là, c'était entre maraîchers et maraîchères, sur un contexte plus local, en région PACA, à Ramatuelle, dans le Var. Et donc il y a des groupes de travail, donc notamment sur les aspects juridiques, mais tout autant sur des questions de formation, sur des questions financières, le modèle économique, de gouvernance, effectivement, qui on n'inclut pas, la place des habitants, des habitantes dans tout ça, où est-ce que c'est. Et voilà, il y a des questions foncières, évidemment, qui sont des grosses questions. Et donc le réseau vise à capitaliser un peu les connaissances qu'on peut avoir sur le sujet et à favoriser les échanges. Donc ça, je vous en ai parlé déjà. Les rencontres aussi. Bon, voilà, j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais aborder et on va pouvoir discuter par la suite, si vous le souhaitez. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Arthur? Oui, Caroline, après. Alors moi j'en ai plusieurs. Sur la commune de Mouans-Sartoux, sur le coût, est-ce qu'il y a une comparaison entre le coût en régie et le coût s'il y avait eu des marchés publics, enfin un approvisionnement entre guillemets externe? Oui, alors il y a une ligne budgétaire, on essaye de valoriser ça. J'avais un élément de réponse là-dessus. En fait, Parce qu'on sait que les emplois ont un coût, entre guillemets, un peu fixe et pérenne, mais c'est vrai que quand on dépend d'un approvisionnement extérieur, on n'a aucune visibilité sur l'évolution des prix. Donc, je ne sais pas si c'est... Oui, il y a une ligne en fait dans le budget au niveau de... En fait, c'est pris en partie sur la direction environnement et en partie sur la direction enfance. Et pour valoriser ça, comme il n'y a pas de vente, là c'est une régie simple effectivement, c'est assez difficile à dire. Je ne saurais pas vous dire peut-être précisément si on a le prix exact du légume. On essaye de l'estimer par rapport au marché public quand même. Mais c'est juste que nous, on prend en compte les salaires en plus, quoi. Enfin, on additionne ça, on va dire. Mais c'est une gestion globale qui permet d'amortir le choc, comme mentionné, quoi. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la transformation des pratiques en cuisine. Maintenant, le coût de revient du repas est inférieur à la moyenne nationale. C'est-à-dire que derrière, ok, on paye plus cher, entre guillemets, sur la partie production, mais comme on a fait ce travail et cette gestion globale est harmonisée, en fait, le coût de revient du repas est moins cher que la moyenne nationale. Donc on peut faire 100% bio et local, moins cher que la moyenne nationale, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et j'avais une autre question sur donc Châteauneuf-de-Grasse, les Alpes-Maritimes, donc le troisième. Vous avez indiqué donc un bail SAFER. Donc je comprends que c'est un mix entre un bail SAFER et un bail à clause environnementale, c'est ça? Ils ont une obligation d'être certifiés bio? Alors oui, il y avait un cahier des charges plutôt dans l'AMI. Et le bail SAFER, c'est un bail sur 5 ans. Donc, qui peut peut-être déboucher qui peut être renouvelé, mais qui peut aussi déboucher sur un bail rural ou sur plein d'autres choses.
mais c'est plutôt pour garantir aussi un respect tacite d'un certain nombre de choses, parce que typiquement, la question de la distribution ou de l'approvisionnement des cantines peut pas être complètement implémentée dans le bail. Donc, le fait d'avoir le bail SAFER, après, voilà, c'est des questions qui sont peut-être très techniques pour moi, mais je ne suis qu'un humble animateur de réseau. Mais je pense que c'est ça, en tout cas, tel que j'ai compris la démarche des porteurs de projet, c'est ça. Oui, parce que je regardais sur le 06 à table, là. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont une espèce d'obligation de proposer leurs produits sur la centrale. Mais c'est vrai qu'on a toujours la question de savoir comment peut-être compatible à la fois la liberté de l'agriculteur dans un bail rural et le fait qu'un acheteur public a un certain nombre de contraintes. Ouais. Je pense que c'est de l'ordre de l'incitation, en fait, sur ce plan-là, parce qu'effectivement, on ne peut pas contraindre... Bonjour. Moi, j'avais une question. Je suis juriste dans une commune de la métropole du Rhône, de Lyon. Et on gère une cuisine centrale et une ferme publique, pour l'instant en régie. Et demain, on se pose la question de l'externalisation, notamment avec la création d'établissements publics. Sauf que d'un point de vue juridique, il y a plusieurs questions qui se posent, notamment la qualité du service public. Si on a affaire à un service public à caractère industriel ou commercial ou un service public à caractère administratif, ce qui a une incidence d'un point de vue d'établissement public, parce qu'en fait, un EPIC, il va gérer en principe des salariés, tandis qu'un EPA, il va gérer des agents publics. Et en fait, moi, de ce que je comprends, c'est que quand une ferme publique, elle va servir notamment tout ce qui va être restauration scolaire. La restauration scolaire, c'est un service public facultatif que gèrent les collectivités, qui a la qualité de service public à caractère administratif. Et du coup, si on a une ferme publique locale qui est amenée à gérer où 60-70% de sa production, ça va être pour servir en fait la restauration scolaire, je me pose la question de la qualité de cet établissement public, ça va être un EPIC ou un EPA. Alors peut-être que ça va être fait, que cette question-là va être abordée prochainement, au cours de ce colloque. Mais je voulais déjà avoir votre avis au niveau du réseau que vous animez, lorsqu'il y avait effectivement à la fois une cuisine centrale et une ferme publique locale qui était combinée, qui a été le statut de l'établissement public dès lors qu'il y avait une externalisation de ce service. Eh ben, souvent, c'est des régies autonomes quand il y a un contexte de vente. Enfin, si j'ai peut-être pas très bien compris la question, mais c'est dans le contexte où la cantine serait en délégation de service public ou non, pas du tout. Non. Ouais, jusqu'à maintenant, la cantine elle est gérée par une cuisine centrale en interne. Ouais. Et en fait, vu que nous, au niveau de la commune, on a une ferme publique locale, on voudrait qu'en effet que les produits de la ferme publique locale servent en fait la restauration scolaire. Ouais. Je pense que ça me dépasse. Je veux pas anticiper non plus les échanges de demain, mais normalement ça fait partie des objets dont on va parler. Tant mieux. C'est comme ça qu'on s'assure que vous êtes là demain. Pardon, juste pour interagir. Est-ce qu'il y a quand même une solution d'un moyen terme ou d'un moyen milieu? Ça s'appelle les services publics ou les établissements publics à double visage et qui sont en fonction de leurs activités ou publiques, enfin ou SPIC ou SPA. Et en fonction de la nature de l'activité, on pourrait éventuellement déterminer. Alors, ce qui pose un problème, c'est lorsqu'on a des salariés ou agents publics qui sont affectés à l'ensemble des deux et comment les positionner. Là, ça devient compliqué. Mais si on a des parties d'activité clairement identifiées qui n'ont pas véritablement de perméabilité entre elles, là, on pourrait assez facilement, mais ça resterait intellectuel comme approche, on pourrait assez facilement le faire. Mais à partir du moment où c'est un peu entremêlé, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Merci. Alors, merci beaucoup pour ces interventions. Alors, juste, moi, je me permets encore de rebondir avant de poser ma question. La question que je me pose, c'est pourquoi vouloir créer un établissement public
finalement, est-ce que une régie simple, ce sera peut-être compliqué, mais pourquoi pas même une régie autonome qui pourrait, après ça pourrait être, on pourra en rediscuter aussi, et puis ce sera le programme de demain, je pense, beaucoup, mais c'est le fait de créer un établissement public est peut-être pas nécessaire. Après, ça dépend aussi des volontés politiques, mais voilà. Alors moi, pour revenir à l'intervention à laquelle on vient d'assister, moi, demain, j'essayerai de parler un tout petit peu du statut justement des agents. Alors, est-ce qu'on a des agents publics? Est-ce que plutôt des salariés? Est-ce que ce sont des fonctionnaires? Est-ce qu'ils sont pas encore titularisés? Comment ça marche? Voilà, ça sera un peu l'objet de mon propos demain et l'objet d'ateliers aussi qui suivront. Mais il y a une slide qui est passée vite sur la formation. Et c'est une question que je me pose parce que je me demande qui aujourd'hui, et surtout au sein du CNFPT, qui est en mesure de former techniquement des maraîchers, des agriculteurs, qui a les compétences pour faire ça en fait. Donc de ce que je comprends, c'est en train de se mettre en place, de trouver des professionnels qui pourront former les agriculteurs dans les fermes publiques. Oui, en fait, c'est un des travaux et une des petite victoire du réseau depuis sa création en septembre 2025, ça a été effectivement d'élargir le catalogue du CNFPT, donc en élaborant la plaquette de formation avec une des structures d'accompagnement, qui est un partenaire phare du réseau depuis un moment, dès sa création, qui est membre fondateur, quoi. Et donc on a proposé la formation. Donc on l'a construite avec l'INSET. On a fait la première, l'expérimentation pilote, et puis il y a 2 sessions qui ont été programmées. Il y en a encore 2 l'année prochaine, et puis celle-là était complète et ça a bien marché. Et il y en a une bientôt à Épinal dans les Vosges là, en septembre, pareil, 2026, pardon. Et puis il y en aura du coup en 2027. Et là on élabore une nouvelle plaquette plutôt qui serait un peu hybride. À la fois à destination en fait des cuisiniers, des gestionnaires de cantine et des chefs de culture. En fait, c'est pareil, là, travailler en binôme, parce qu'on s'est rendu compte que c'est une question qui revient très souvent, nous, dans le réseau, de cette harmonisation-là. En fait, l'élaboration du plan de culture et l'élaboration du menu, elle peut pas se faire l'une sans l'autre, en fait. Ou alors, elle se fait l'une sans l'autre et ça ne marche pas très bien. Ou alors, elle se fait dans tout un tas d'autres contextes. Là, à Lyon, c'est différent. Par exemple, la métropole de Lyon, là, il y a 38 cantines en régie. Les 38 cantines peuvent s'approvisionner auprès des 2 maraîchers qui ont 4 hectares. Donc, 4 hectares pour 38 cantines, ça va pas suffire. Donc, le but, c'est pas d'élaborer les menus des 38 cantines à partir de ces 4 hectares. Par contre, c'est une gestion vraiment différente. Donc voilà, on essaye de réfléchir autour de ces questions, de l'harmonisation vraiment. Mais pour revenir sur la question, effectivement, nous on travaille pour que ce soit facile de former le personnel et donc que ce soit accessible. Et donc ça veut dire que ça devienne disponible au catalogue par des professionnels, bien sûr, sur les techniques de maraîchage, sur les techniques, sur ces harmonisations-là. Mais il va falloir que je revoie ma copie d'ici demain. Ah zut. Merci. Bonjour, merci. J'espère que ma question n'est pas prématurée par rapport à demain, mais la question que je me posais, c'est justement comment est pris en compte pour les collectivités qui essaient d'avoir quasiment du 100% de leur restauration qui provient de la ferme, comment est pris en compte l'aléa climatique qu'il peut y avoir? C'est vrai qu'il peut y avoir, je sais pas, des inondations ou autre. Est-ce que vous avez des retours sur des stratégies qui pourraient être mises en place, et notamment en termes de marchés publics? Est-ce qu'il y a des marchés publics secours? Je sais pas trop comment ça fonctionne. Merci pour cette question, parce que je pense que c'est justement un des éléments de plaidoyer, je pense, du réseau, au sens de là, on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait face au changement climatique dans un contexte où c'est la puissance publique qui assume ce risque. Mais en fait, ça veut aussi dire que dans le contexte ordinaire et quotidien des choses, on admet que ce risque est assumé par des personnes. Et donc que la liste des missions qu'on donne aux agriculteurs, aux agricultrices est assez longue. Et s'il y a des ravageurs, s'il y a des aléas climatiques, ce sera leur problème. Du coup, là, le fait d'intégrer ce risque, en fait, c'est un parti pris politique. C'est une façon de dire, oui, en fait, comme toute ferme,
C'est une ferme qui va être sensible et à la météo et aux ravageurs. Maintenant, la gestion, il y a des outils très pratiques, enfin, il y a des enjeux techniques qui sont discutés au sein du réseau. Ça fait partie des choses qu'on explore ensemble, hein, comment on va résister au changement climatique, comment on adapte les variétés, comment on adapte les cultures dans les serres, les modes d'irrigation, etc. Mais c'est des questions qui, en fait, sont des questions juste partagées par l'ensemble des agriculteurs et des agricultrices. En l'occurrence, plutôt pour du maraîchage bio, mais en fait, on a aussi des cas de grandes cultures, notamment à Toulouse. Toulouse qui, d'ailleurs, du coup, approvisionne une cuisine centrale. Donc, ça pourrait être intéressant de vous mettre en lien avec Toulouse, votre voisin, je crois. Parce que eux, ils ont une filière, en fait, donc grande culture de 250 hectares. Et ils font une filière pain pour la cuisine centrale. Voilà. Donc,